Bonjour Fatima Tabadialo. Bonjour Rama Saladia. Ravie de t'avoir dans cette émission de 30 minutes avec, Oui. qui est une conversation. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on ait un cœur à cœur. C'est différent du format typique que j'ai. Donc, on a forcément plusieurs profils qu'on accueille, des décideurs politiques, des artistes, des chercheurs, des chercheuses, etc. Aujourd'hui, on a une écrivaine avec nous, Oui. une éducatrice et une enseignante aussi, mais surtout une férue de littérature. Donc, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Merci. Pour ceux et celles qui nous suivent et qui ne te connaissent pas, tu es une professeure de lettres classiques au lycée français Jean Mermoz, où on se trouve aujourd'hui, et tu y enseignes depuis 17 ans. Absolument. Il faudra que tu me donnes des secrets Oui. pour pouvoir rester passionnée dans le même travail. Alors, franco-sénégalaise, tu as grandi et effectué tes études de lettres classiques en France, à Poitiers et à Paris, plus précisément. Avant d'enseigner ici, à Jean Mermoz, tu as enseigné 17 ans en banlieue parisienne avant de revenir au Sénégal. On discutera de ce retour parce que je pense t'avoir aperçu quelque part au fil de tes pages. Tu as également été chroniqueuse littéraire à la télévision sénégalaise. Alors, ton amour pour le partage de la littérature et de la promotion du dialogue autour du livre se manifeste dans ta participation active à des rencontres et salons littéraires. Et tu es actuellement la marraine de Miss Littérature. Félicitations pour cela. Merci, j'en suis très fière. Alors, tu es aussi auteur de 2 romans. Alors, auteur, autrice, tu préfères quoi? Auteur, autrice. Auteur, autrice. Oui. Ok. Alors, nous allons parler des 2 romans que voici. Le premier, Les cris sous la peau, très poétique, ainsi que le deuxième, Rouge silence. Alors, je te lisais quelque part et tu disais que tu es venu à la littérature par la lecture. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, bien sûr. Alors, bonjour Rama. Bonjour, je suis ravie Fatimata. de te voir, de t'accueillir ici dans mon espace de travail. C'est un plaisir. Et dans cet espace où il y a beaucoup de lectures, où il y a des BD à gauche, des romans à droite, des nouvelles de l'autre côté. Des tableaux aussi. Des tableaux, des photographies voilà, magnifiques. des écrits d'élèves par là-bas, accrocher des rêves sur un mur. On en lira quelques-uns avant de quitter. Voilà, on va en lire. Et donc, c'est bien que tu parles de cœur à cœur, parce qu'avec toi, j'ai toujours senti une sorte de communauté d'âme, une sorte de sororité qui dépasse les mots, même dans les silences. Donc, je suis ravie que tu viennes ici. Alors, bien entendu, c'est la lecture qui mène à l'écriture. Parce que l'écriture, en fait, c'est recueillir l'écume de la vie. C'est recueillir ce qu'il y a de plus saillant dans la vie. Mais nos vies sont trop étriquées, trop étroites pour recueillir tout ça. Il nous faut l'aide des livres pour agrandir notre périmètre, pour voyager sans bouger de chez soi. Quand on n'en a pas les moyens, il faut bien qu'on le fasse. C'est agrandir son esprit. Nous avons la chance d'avoir des cerveaux qui s'agrandissent grâce à la lecture. C'est aller vers d'autres cultures, aller vers d'autres âmes. C'est le plaisir de la découverte, la lecture. Et l'écriture vient tout naturellement après, pour combler les vides, pour combler les manques. Merci Fatimata. Alors, avant de parler de tes 2 ouvrages, j'aimerais te demander comment tu écris, comment écris-tu? Alors, comment j'écris? J'écris à la fois de manière éruptive. Tout d'un coup, j'ai une envie subite et elle ne peut pas attendre. C'est comme si ma vie en dépendait. Il faut que je l'écrive, il faut que je couche ça dans un cahier. Chez moi, j'ai des dizaines de cahiers d'écriture. Ma mère m'a dit que lorsque j'étais petite, j'écrivais même sur les murs et j'étais souvent punie pour ça parce qu'un beau jour, on arrivait et on trouvait des écrits sur les murs que j'avais essayé de gommer et ça restait noir. Et j'écris de manière également mûrie. Par exemple, les romans, quand j'écris des choses plus longues,
ça me travaille, c'est comme une grossesse. Et l'écriture arrive comme un accouchement. Donc, il faut le mettre au monde, cet enfant. Et en général, je l'ai tellement préparé à l'intérieur de moi qu'il sort presque d'un seul jet. Je ne reviens pas dessus, j'ai du mal, en tout cas. Je devrais, hein. Mais j'ai du mal à revenir sur ce qui est déjà sorti de moi, sur ce que j'ai déjà étalé sur le papier, parce que je n'écris qu'avec ma plume et mon encre et mon papier. Et en même temps donc que j'écris... Donc pas à l'ordinateur? Non. À l'ordinateur, je tape après à l'ordinateur, mais j'ai essayé d'écrire à l'ordinateur. C'est très difficile pour moi. Ça ne vient pas de manière naturelle. D'accord. Alors, c'est intéressant ce que tu dis. Tu parles d'éruption, oui. Mais tu parles aussi de grossesse. Oui. Ce sont des métaphores oui. qui renvoient aussi à, d'une part, l'inspiration, mais d'autre part aussi au travail. De cela prend qu'on ne voit pas forcément, parce qu'on parle toujours d'inspiration, on est toujours dans cette dimension romantique de l'écriture. Oui, oui. Alors, parlons d'écrits sous la peau. Comme les traces sur les murs que tu dessinais enfant. Bah, les ça y cris est, t'as sur fait la peau. Le bon lien. Alors, Yandé qui voyage au Sénégal pour une semaine seulement, pour assister à un Ganalé mythique, qu'on sentait porteur de quelque chose de plus grand, mais on ne savait pas forcément quoi. Comme si le dénouement de Yandé même allait s'y jouer, de sa vie à elle, de la trame de sa vie, muni seulement de 1000 soleils splendides de Khaled Hosseini. Comment, en fait, ce livre, pour toi, de quoi parle-t-il? Parce que je t'ai entendu, au travers de tes interviews, dire que c'est comment grandir avec le passé, qui n'est pas de passé. Mais est-ce que tu peux nous dire avec tes propres mots? Bien sûr, il faut te lire, mais les cris sous la peau. Bah, des cris sous la peau, en fait, le titre est très explicite. C'est l'ensemble de ce qui nous démange, qu'on n'arrive jamais à dire, parce que nous sommes dans une culture du silence, et qui, une fois, quand on est au pied du mur, ça sort. C'est-à-dire, ça sort de manière désordonnée, qu'on ne prévoit pas toujours comment. Et en même temps, il y a un prof de psychologie qui m'a dit que j'avais décrit ce que ça voulait dire un traumatisme. Bon, moi, je ne l'avais pas du tout pensé comme ça, mais finalement, c'est peut-être l'ensemble. Quand on écrit avec ce qu'on est, avec ce qu'on a, avec nos rencontres, avec nos lectures, avec tout. Nos expériences aussi. Nos expériences. Et donc, peut-être que ce cri, c'est un cri de naissance, en fait. C'est un cri de naissance à soi, un cri de naissance au monde de la littérature que je portais depuis très très longtemps et que je n'ai jamais réussi à mettre. D'ailleurs, c'est sorti, ce livre, je l'ai écrit en très très peu de temps. J'avais commencé à faire des posts sur Facebook comme ça, et un éditeur qui a vu, qui m'a dit: ah, vous avez une jolie plume, dès que vous finissez, je vous publie. Je lui ai dit: ah, combien de temps ça a pris? 3 mois. En 3 mois, c'était ficelé du début jusqu'à la fin, et sans réécriture derrière. Et c'était ça. Donc c'est un ouvrage que tu as porté en fait longtemps. Oui, tout à fait. Et donc l'éruption n'était que naturelle en fin de compte. Oui, mais il y a quand même eu le brin d'allumette qui a mis le feu aux poudres. Ça a été un épisode de la télévision sénégalaise, dans lequel il y avait un professeur de philo que je respectais beaucoup d'ailleurs, mais qui ce jour-là avait un peu dérapé. Que j'ai vu dans Rouge Silence. Voilà. Exactement. On le voit apparaître comme pour... Il fallait que je me venge. Exactement. C'est ma petite vengeance personnelle. Exactement. Et donc ça a mis le feu aux poudres. Je me suis dit, il faut que je le sorte. Parce que ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Il faut qu'il y ait quand même que ma voix se lève pour dénoncer ce genre de choses. Et j'avais fait des posts sur Facebook à l'époque où j'étais vraiment en colère, et les gens m'avaient insulté.
Et je me suis dit, mais ça sert à rien de rester là à polémiquer avec les gens, mais écris simplement et puis voilà, dis ta vérité. Alors, ta vérité. Oui. Est-ce que tu peux nous lire l'avant-propos d'Écrit sous la peau? D'accord. Alors, écrire, crier. À la lettre près, le même mot. Écrire pour que les cris, bouche cousue et pliée de souffrance et d'obéissance, trouvent leur voie et cessent de saper les fondements comme des rivières perdues. Crier le refus de l'humiliation, hurler sa liberté comme un loup ivre un soir de pleine lune. Écrire ses blessures pour avoir une chance de les refermer. Crier la douleur de ses frustrations. Écrire son droit à l'expression et à l'existence. Crier son désir de vivre. Écrire pour ne pas mourir. Crier pour vivre. Écrire et crier pour ne jamais cesser d'aimer. Les faits relatés dans ce roman n'ont rien et tout à voir avec la vie de ceux qui claudiquent et continuent de marcher. Waouh! Quelle entrée en la matière! Merci. Mais ce disclaimer aussi qui dit que ça n'a rien et tout à voir. Parce que la littérature, en fait, elle fait œuvre d'humanité, elle joue le rôle de pont. Tout à fait. Et c'est un miroir, je ne sais pas qui disait cela, un miroir tendu. Stendhal. Voilà. Le roman est un miroir. Hein. Et toi, insensé, qui croit que je ne suis pas toi. C'est qui? Baudelaire. Oui. Alors, les thèmes que tu traites dans tes écrits, Fatoumata, surtout, parlons d'abord de Rouge Silence. Oui. Il y a des destins de femmes, des sœurs, Yandé, Aram, que tout unit alors que tout semble séparé. Tout semble séparé. Absolument. Mais ce ne sont que des impasses ou bien des mirages en réalité, parce que leurs destins sont intimement liés. Tout à fait. Je trouve que la narration est admirable. Merci. La trame, l'intrigue, tout simplement, bien, elle est maîtrisée. Et dans le même temps, de chapitre à chapitre, on est avec toi. On a le cœur qui bat la chamade. On attend. On essaie de deviner. Parfois, on se trompe. Parfois, on a vu juste. Alors, ces destins de femmes, pourquoi est-ce quelque chose que tu as tenu à raconter, Aram et Yandé? Cette sororité-là, deux facettes d'une même destinée en réalité. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a inspiré à avoir ces personnages qui semblent hanter en fait tout le roman? D'ailleurs, elles sont cousines germaines. Leurs deux sœurs, leurs deux mamans étaient deux sœurs complètement différentes. Et elles naissent différentes aussi. Mais les expériences, la souffrance, les souffrances vécues par chacune d'elles vont finir par les rapprocher. Alors c'est une sorte de métaphore aussi de la sororité, de dire que les femmes peuvent être très très différentes, mais au fond, quand on regarde bien, il y a quelque chose sur lequel elles peuvent s'adosser pour faire œuvre de solidarité. Et je pense que Yandé, qui elle est anorexique, Aram, qui elle est boulimique, ce ne sont que deux faces de la même pièce en fait. Elles sont femmes. Et en tant que femmes, elles portent des histoires qui les précèdent. Et pour aller plus loin, il faut qu'elles se retrouvent. Et elles finissent par se retrouver à l'occasion d'une crise peut-être plus forte que les autres, d'une sorte de nouvelle naissance pour elles deux. Malheureusement, l'une a déjà fini de vivre ce qu'elle avait à vivre, mais l'autre poursuit, et l'autre a également deux filles qu'on verra dans Rouge Silence. Et donc c'est cela que j'ai voulu montrer. J'ai voulu montrer, peut-être parce que moi-même je n'ai que des sœurs. En fait, j'ai un frère aîné. Pareil pour moi. Et derrière, je n'ai que des sœurs. Et donc, la relation entre sœurs, c'est une relation que je connais. Que je sais qu'au-delà des divergences de vues, on a une communauté d'âmes qui est assez fusionnelle. C'est fou. Mais tu le racontes si bien. Le voyage que Yandé entreprend peut être vu au figuratif comme au propre, au sens propre. Bien sûr.
parce que j'ai l'impression que c'est un voyage d'elle à elle-même. Bien sûr qu'il y a un déplacement géographique de la France vers le Sénégal, mais plus profondément, il y a une quête identitaire, il y a une quête de son soi intérieur. Et pour cela, il faut qu'elle aille à la rencontre tant redoutée de sa propre histoire, peut-être enfouie délibérément ou non, au plus profond d'elle-même. Ce voyage-là, c'est ainsi que vous l'avez imaginé, ou est-ce que l'histoire a changé au fil de la narration? C'est exactement comme ça que je l'ai imaginé. Peut-être parce que j'ai vécu un retour aux sources également, et que ce retour aux sources m'a révélé à moi-même une identité qu'on perd un petit peu lorsqu'on s'en va, lorsqu'on quitte son pays quand on est jeune, qu'on a fait une bonne partie de sa vie ailleurs. Quand on revient, on a l'impression de renouer avec soi-même, de recoller les morceaux, de retisser un fil, une sorte de cordon ombilical. Et donc, le voyage de Yandé, effectivement, est un voyage intérieur. C'est une quête interne, bien sûr. C'est une quête d'elle-même. Et c'est vrai que nous portons tellement d'histoires en nous. Quand on commence à tirer sur ce fil, qu'est-ce qu'on va trouver? Et on n'est pas sûr même de vouloir trouver ce qu'on va trouver. Mais on sait qu'on est obligé de trouver ce qu'on va trouver pour pouvoir avancer. Pour vivre, sinon on meurt. Alors pour avoir une chance de vivre. Exactement. Et vous le dites de manière si magnifique, en fait. Et l'histoire de la mère, alors. La figure de la mère, autant dans Des cris sous la peau que Rouge Silence, il y a un peu Mère Adia dans l'autre, mais dans Des cris sous la peau, il y en a, et dans cette quête aussi, d'où elle est originaire, mais vraiment au sens littéral du terme. Tout à fait. De ces histoires-là, dont elle n'est pas forcément... Elle connecte avec sa culture, avec cette culture sérère qui veut que les morts ne sont pas morts, en fait. On leur laisse toujours, d'ailleurs, si vous allez dans les villages sérères, on laisse toujours un bol pour les morts qui viennent, dit-on, la nuit et tout ça. C'est peut-être cet imaginaire. Je suis une Peul qui est amoureuse des sérères. Je l'ai vu, on le ressent bien. De Nilan à Diogo et à Yandé. Simon, une culture, la spiritualité aussi, c'est aussi une quête de spiritualité. Bien sûr. Et celle-là, ça reflète vraiment mon chemin à moi, un chemin de dévoilement progressif vers une vraie spiritualité, pas juste la prière qu'on fait de manière mécanique, que je refuse. Moi, je veux, quand je prie vraiment. Oui. Et je suis connectée. Donc la Renaissance, forcément, elle n'est pas que spirituelle, elle n'est pas que familiale, mais j'ai l'impression que la quête la plus importante que vous décrivez, en fait, c'est cette quête d'elle à elle-même. Oui. Il y a bien sûr tous ces protagonistes qui l'aident à savoir le fin mot de l'histoire, mais en réalité, c'est peut-être quelque chose qu'elle a toujours porté, qu'elle a toujours su, mais qu'elle ne savait peut-être pas comment appréhender. Donc, et tout à l'heure, vous disiez qu'une psychologue vous en a parlé comme d'une thérapie. Oui. Moi, c'est avec Rouge Silence que c'est apparu, mais clairement qu'il s'agissait d'une quête de guérison. Et comment est-ce une dénonciation que vous teniez à faire? Oui. De la société sénégalaise, des tabous, des non-dits, tout à fait, du poids de la culture. Pourquoi ces thèmes-là? Oui, c'était déjà préparé dans Des cris sous la peau. Déjà, le sous la peau montre que c'est vraiment intériorisé. Nous intériorisons tellement de choses en fait négatives, et à un moment donné, ça brûle, et c'est rouge, c'est un incendie qui se déclenche en soi. Et je crois, en tant qu'auteur, avoir vécu cette incandescence-là. C'est-à-dire, ce n'est plus possible, ce n'est plus possible. Sinon, on se laisse dévorer par l'incendie, on se laisse consumer, et alors on renonce. Et la mort, en fait, c'est le renoncement. Et c'est ça, je ne le voulais pas.
Mais vous le dites si bien. En fait, je trouve que l'avant-propos résume oui, cette quête, crier son désir de vivre, écrire pour ne pas mourir. Tout à fait. C'est comme si l'écriture, en fait, est le fil qui relie à la vie, à soi, aux autres. Et si ténu, que s'il est brisé, tout s'écroule. Absolument. Et c'est vraiment parler de la vie de ceux qui claudiquent et qui continuent quand même de marcher. Est-ce que nous ne sommes pas tous des handicapés quelque part? Nous avons toujours une jambe plus haute que l'autre, une société aussi qui claudique, parce que schizophrène, oui. Et il faut essayer malgré tout d'avancer, parce que sinon on arrête tout. Alors, est-ce que vos personnages vous hantent? Parce que moi, en lisant, je ne savais pas qu'il s'agissait, bon, je ne vais pas faire de spoiler, que Rouge Silence était la suite d'Écrit sous la peau. Est-ce que vos personnages vous hantent? Oui, mes personnages, à partir du moment où je leur ai donné une existence dans le livre, ils existent pour moi. Yandé, c'est une personne qui existe pour moi. Et c'est vrai qu'elle vient me parler à l'oreille, mais dis donc, et ça, pourquoi tu l'as fait comme ça? Je dialogue avec mes personnages. Et c'est une tendance enfantine que j'ai gardée, de parler avec des personnages. Mais c'est une richesse, parce qu'il y en a, voilà, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont parvenu à garder leur enfant intérieur. Oui, oui, moi je l'ai gardé et je tiens, et je cultive cette petite personne née tout au fond de moi, et je trouve que ma vérité, elle est là. Et je passe mon temps d'ailleurs à essayer de trouver ses contours, à essayer de voir qu'est-ce qu'elle aime vraiment en dehors de toutes les apparences. Qu'est-ce qu'elle aime, qui elle est, et je la respecte. Donc c'est un peu une traversée en fait, parce que je pense qu'on a tellement envie, ou peut-être parce celles d'entre nous qui avons vécu ailleurs aussi, il y a cette pensée tellement cartésienne de séparation entre différents mondes, alors que ce que tu décris par rapport à ton processus de création, c'est cette faculté ultime à entendre un monde peut-être intangible, mais qui te parle à travers ces personnages, et que toi, en tant que griotte, tu dois rendre, et de la manière la plus fidèle qui soit, aux personnes qui ne sont pas en mesure de percevoir, qui n'ont pas ce don de perception. Absolument. Alors, Fatimata, la petite fillette de 45 ans, est-ce autobiographique? Alors, ce n'est pas un récit autobiographique. Je n'ai pas vécu tout ce que Yandé a vécu. Mes parents ne sont pas sérères. Ils sont des peuls purs. Je n'ai rien vécu de tout ce que Yandé a vécu, et pourtant j'ai tout vécu de ce qu'elle a vécu. Exactement. Parce que rien de ce qui est humain n'était étranger. Exactement. Et ça veut juste dire que finalement, est-ce que nous vivons pas tous la même chose, mais dans des formes différentes? Et que quand on s'élève par l'écriture, on arrive à retrouver toutes nos expériences, en fait, à travers la fiction. Et ça, c'est la fiction qui permet de faire ça. Je crois que c'est vrai que quand on écrit des essais, tout ça, on va au cœur de la chose. Mais par la fiction, on a plus de courage, en fait. On a plus le courage d'aller, parce que on se dit quelque part, et on se ment, hein, en se disant oui, c'est pour de faux, mais en fait, c'est tout pour de vrai. Pour de vrai, exactement. Alors, parlons de Rouge Silence maintenant. Déjà, le titre, là aussi, encore une fois, Rouge Silence. Une couleur qui rappelle celle du sang, le silence qui, au fond, n'est qu'une forme, en fait, de ce qui doit être, pour que les personnages trouvent leur réelle dimension, leur réel, comment dire, il y a d'autres mots qui me viennent à l'esprit, mais parle-nous de Rouge Silence, ce roman qui a eu le prix Cénacle des jeunes écrivains du Sénégal en 2023. Une sacrée reconnaissance. Ah oui, clairement. Ma plus belle récompense. À ce jour, c'est vraiment, je m'en enorgueillis que ce soit des jeunes écrivains qui m'aient délivré ce prix. Ça m'a vraiment fait plaisir.
Je crois que depuis que j'ai quitté le Sénégal, j'avais une volonté vraiment d'avoir une place, une voix ici. Et donc le fait que ce prix m'ait été décerné, ça m'a ancré. Et on a besoin de racines. Et ça m'a fixé dans mes racines sénégalaises. Et aussi, c'est une reconnaissance pour l'écrivaine que tu es. Ah oui. Au-delà de la sénégalaise, l'écrivaine qui s'est raconté des histoires universelles aussi. Ah oui. Et si bien. Ça m'a tellement La Peul qui raconte des histoires sérieuses, oui. si bien. Si ce n'est pas ça, la preuve de la sénégalité. Oui. Et ça m'a guéri, hein. Ce prix, ça m'a regonflé de confiance. Moi qui ne suis pas du tout confiante. Peut-être que ça se voit pas, mais... D'ailleurs, c'est pas la première fois que je t'entends dire que tu ne te considères pas comme une écrivaine. Exactement, j'ai du mal. Hein. Tu penses toujours que c'est pour de faux, alors que là, c'est pour de vrai. Tu as vraiment reçu le prix pour de vrai. Tu as été choisi. Je le regarde de temps en temps. Voilà, prix Cénacle des jeunes écrivains du Sénégal. C'est pour de vrai. Oui, oui, c'est pour de vrai. Parce que tu écris pour de vrai. Les histoires que tu écris peuvent être fictionnalisées, mais elles ont ce goût-là de réalisme, de réalité, du vrai et du vraisemblable, voilà, qui fait qu'on y croit. Exactement. Et c'est ça le talent de l'écrivain. Oui, c'est vrai. Donc c'est une reconnaissance de ce talent-là. Merci. Et tu as raison de t'enorgueillir. Ah oui, c'est bien mérité. Alors, Rouge Silence, la suite naturelle du premier roman. Oui. On retrouve, c'est comme la face cachée des Cris sous la peau qui se déroule au Sénégal, Rouge Silence un peu en France. Beaucoup en France, à Paris surtout, avec les filles qui viennent, Marie et Sarah, qui entrent dans la danse. Mort aussi qu'on découvre. Mort, je ne spoil rien en disant mort. Le nom est bien trouvé. Le nom est... Alors, toujours on parle de ces histoires, de ces secrets qui nous empêchent de devenir qui l'on est vraiment. Absolument. Et le cas de Mort est assez révélateur. Les enfances brisées, dénoncer quand même certains endroits quand même au Sénégal qui font pas la part belle à l'enfance. Je trouve que les enfants sont négligés au Sénégal. Quand je sors à 20h, 21h et que tu vois un enfant marcher pieds nus, tu lui offres des chaussures, le lendemain, tu retrouves le même enfant dans la rue. Quelquefois, tu vois des enfants, tu sens qu'ils ont pris quelque chose pour supporter cette misère. Ils sont nombreux dans les rues de Dakar. Quelquefois, je prends ma voiture, je me promène dans les rues de Dakar. Et quand je vois ça, mais j'ai le cœur en morceaux. Et je me dis, mais que deviendront-ils ces enfants? Ils sont destinés à vivre et à grandir, à devenir des hommes. Quel type d'hommes aurons-nous? Mais ces petits-là, ce sont les bombes de demain. Exactement. Un enfant qui n'a rien connu d'autre que la violence, que la débrouillardise, qui n'a pas eu de parents aimants, qui n'a pas connu d'amour, qu'on exploite, laissé à lui-même. Qu'est-ce qu'on veut qu'il devienne demain? Si ce n'est quelqu'un qui aura à cœur de se venger de cette société qu'il a réduit comme ça. Exactement. Je trouve que vous parlez très bien de la masculinité toxique et de ses racines. Absolument. Où elles sont à trouver, ces racines-là. Et nous sommes tous fautifs. Nous sommes tous fautifs. Et c'est un roman qui nous ramène aussi face à nous-mêmes. Les deux romans nous ramènent dans ce miroir à la société sénégalaise et lui dire, regarde comment tu peux être si belle, mais comment tu es laide aussi. Comment tu es laide aussi. Et c'est ça le don de l'écrivaine. De pouvoir le dire avec toute une poésie, avec amour aussi, parce que qui aime bien châtie bien. Tout à fait. Et beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. J'aime mon pays, j'aime le Sénégal comme personne, je crois. Mais voilà. Aimer quelqu'un, ça veut pas dire être aveugle aussi face à lui. Exactement. Alors le J'accuse de Yandé, qui rappelle le père Dreyfus. Tout à fait. Et on va à Mort, dont la mort aussi évoque d'autres. En fait, c'est comme une trahison
de la société sénégalaise qui n'a pas pu devenir autre chose. Oui. Je m'imagine ce que ça aurait pu être. Parce qu'on dépeint souvent, on dépeint souvent en tant que féministe les travers que les hommes ont. Mais dans l'histoire de mort, il y a aussi eu ces travers qui ont été ceux d'autres femmes. Et c'est ça le patriarcat. Tout à fait. Quand on parle de patriarcat, on pense qu'on parle que des hommes. Non, c'est un système qui fait que le pouvoir est détenu par les plus forts sur les moins forts. Donc les hommes, les femmes les plus âgées sur les moins âgées, etc. Donc Fatimata, est-ce qu'on sort de l'écriture de romans pareils intacts? Pas du tout. Je ne suis pas du tout la même qu'avant d'écrire ces romans. J'ai beaucoup évolué, j'ai beaucoup réfléchi et je crois que je me suis révélée féministe. Quand j'ai fini d'écrire Rouge Silence, mon premier réflexe, ça a été une suite avec d'autres femmes, avec d'autres expériences. Et puis une suite pour démanteler quelque part ce patriarcat qui se loge dans tous nos gestes, dans nos quotidiens, y compris dans les miens, que je poursuis dès l'instant où j'ai compris que c'était un système, que c'était même plusieurs systèmes imbriqués les uns dans les autres, qu'il y en a plusieurs en fait. Quand on démantèle un, il y en a un autre qui apparaît quelque part. Comme l'hydre de Lerne, voilà. De nombreuses tentacules. À partir du moment où j'ai compris ça, j'ai commencé à me renseigner. L'écriture de ces deux livres, et c'est là que l'écriture te renvoie aussi à la lecture. Pour mieux comprendre ce que moi-même j'avais écrit, parce que quelquefois aussi, quand on écrit, il y a une forme d'inconscient qui se met en route. Tu ne comprends pas toujours pourquoi telle histoire vient s'accrocher à telle autre. Et donc, j'ai dû aller vers les livres de personnes qui m'ont plu. J'ai relu ton livre, ta première lettre. Merci beaucoup. Je l'ai relu plusieurs fois. J'ai relu tes féminismes. J'ai relu Bell Hooks. J'ai relu Simone de Beauvoir. J'ai relu Awatian. J'ai relu plein de livres. Je me suis fait une bibliothèque féministe à la maison et je lis. Et je me dis, il faut que je comprenne. C'est une idéologie, le féminisme. C'est une attitude. C'est un regard sur le monde qu'on pose. Et c'est c'est ce féminisme qui te pousse aussi à aller essayer de comprendre la religion et comment elle est interprétée au Sénégal. Et c'est vraiment, moi, je trouve que c'est un cours magistral que tu nous donnes dans d'écrit sous la peau. On sentait vraiment, voilà, le sermon de l'imam, le personnage de Simon, qu'il y a vraiment une quête qui est là, vraiment forte, qui veut débusquer les non-dits ou les choses qu'on ne dit pas telles quelles pour maintenir l'obscurantisme et la domination. Donc ça, c'est un vrai travail de sociologue, l'état civil de Zola qui... Alors, je vais te demander de nous lire Rouge Silence, le poème. Alors, plomb en fusion dans ma gorge assoiffée. Les mots, métaux lourds, se terrent, creusent des tranchées et coulent en silence dans ma gorge nouée. Une lente intoxication, un soufre indolent et rance étouffe les matins mornes de brume d'automne délétère de ma langue enrouée. Les rouges silences de mes nuits et la mémoire obscure de mes jours bafouillent et bégayent au bord de mes lèvres tremblantes. Silence rouge qui rougissent mes yeux, que saignent ces abcès gonflés et que se libèrent les nœuds de ma voix éraillée. Que se fende l'armure de mes membres engourdis pour laisser les vents printaniers effacer les tempêtes glacées de mes lèvres gercées. Quand se desserrent les filets, les mots soulagés prennent l'air, la faim et la soif s'évaporent, que jaillisse la lumière de ma bouche libérée. C'est magnifique, Fatimata. Merci. Et comme si ça nous renvoie à nous-mêmes, que tous ces personnages-là, tant qu'ils sont forts, ils sont en fait
source de violence, d'incompréhension, etc. C'est un éloge de la vulnérabilité, je trouve. Bien sûr. Mais, tous ces personnages, tu autant as qu'ils vraiment sont... trouvé le point le plus important, en fait. J'ai toujours trouvé que c'est dans la vulnérabilité que se trouve la vérité. C'est dans les blessures que se trouve la lumière. L'ouverture là, qui permet une expression juste et vraie, elle se trouve dans une part de souffrance, en fait. C'est là-dedans qu'on est sensible, que tous nos sens se réveillent. La douleur, c'est quelque chose, hein. Oui. Parce qu'on voit vrai, on voit juste. Alors qu'on nous apprend à ne pas faire face à la douleur, à la terre ou à la terre et à la cacher. À la cacher. Elle est honteuse, quelque part même. Exactement. Oui. Mais elle est honteuse parce que la société la rend honteuse. Absolument. Parce que la société ne veut pas se voir telle qu'elle. Alors, on voit aussi la férue de poésie. Demain dès l'aube. Ah oui. qui revient. Ah oui, ça c'est mon poème d'enfance. Exactement. Oui. Alors, moi j'ai lu une relecture de Demain dès l'aube. Je vais te laisser lire. À partir de cette nuit, je la passerai. D'accord. Cette nuit, je la passerai en prière, pour le repos de vos âmes et pour ma propre consolation. Il est temps que je soigne ma personne. Pleurer encore sur un destin injuste ne m'apportera ni la paix, ni la joie à laquelle j'aspire. Demain, dès la première respiration de la terre, je prendrai le premier métro. Dans le sombre labyrinthe des sous-sols parisiens, je réciterai pour chacun de vous une basmala et 11 ikhlas. Et quand j'arriverai sur ta tombe, j'y planterai des buissons de lilas, de camélias, de buis et de jasmin, afin que leur ombre et leur parfum rappellent un peu le jardin du paradis où vous vous reposez. J'emporterai un peu de la terre de ta sépulture. À mon retour, j'en saupoudrerai un peu sur nos têtes pour bénéficier de tes prières. Puis j'inviterai nos amis autour d'un bon repas. C'est magnifique. Merci. Et enfin, elle dit, quand tous les échos du passé se seront tus, dans les silences immobiles de mes pensées et de mes émotions, dans l'effacement, le recueillement et la prière, j'écouterai enfin ma voix intérieure et j'abolirai l'espace et le temps pour entrer de plein pied dans le train de ma vie. J'ai l'impression c'est un manifeste pour la liberté, c'est un manifeste pour la guérison, c'est un manifeste pour le pardon. Donc c'est en ça que je te disais que la psychologue dont tu parlais, je pense qu'elle augurait un peu de ce qui se passe dans Rouge Silence. Tout à fait. Que c'est vraiment un voyage de soi à soi-même. Que Yandé est parvenue à vraiment trouver sa vérité. Et elle a aussi aidé les autres dans ce roman à accoucher d'eux et d'elle-même. Et je trouve que même... Et c'est drôle que tu en parles parce que c'est comme si tu avais spoilé mon Ah bon? le prochain, parce que c'est exactement ça en fait. D'accord, que je n'ai pas encore lu. Que t'as pas encore lu. Je disclaim, j'ai pas encore lu. Que voilà, La grâce des murmures, ça s'appelle. La grâce des murmures. Quel magnifique titre. Oui. Alors, page 55 aussi. Oui. Tu fais un... C'est vraiment, je ne vais pas parler de viatique, mais c'est vraiment une ode à la maternité décomplexée. Parce qu'elle a fait ce qu'elle a pu, en fait. Elle a fait ce qu'elle a pu. Et là, elle se dit, chut, calme, pas d'autoflagellation. Chaque mère fait comme elle peut. On ne fait pas un enfant pour soi, mais pour lui-même et pour l'humanité. Tu as fait tout ce que tu as pu avec les moyens qui étaient en ta possession. Tes enfants ont grandi, tu les aideras en les laissant libres de choisir leur vie et en trouvant toi-même ton propre chemin de liberté. Tu refuseras de perpétuer les agressions que tu as subies. Tu essaieras de les écouter et de les comprendre. Tu leur désapprendras l'humiliation et le repris et l'angoisse. Tu affronteras avec elles les peurs, les fureurs et les dépressions car vous n'êtes ni faibles ni craintives, mais fortes et courageuses. Vous serez des alliés pour vous sentir bien dans vos corps, pour vous éveiller à votre humanité, pour écrire vous-même votre histoire. Ne t'inquiète pas, Yandé, tu feras les bons choix. Je pense que là,
tu dis, et de manière si juste, les tumultes qui habitent les mères. Ah oui. Parce que la société leur reproche tout le temps de ne pas faire assez, de ne pas faire comme il faut, de ne pas faire ce qu'il faut, alors qu'elles font comme elles peuvent. Bien sûr. Avec ce qu'elles ont. Alors, soit on les sacralise, on leur met carrément une auréole sur la tête, ce sont des saintes, ou alors on leur dit, oui, papa fait ce qu'il a. Les échecs de leurs enfants leur sont reprochés. Et je trouve que les mères sont admirables. Hein. Exactement. Et puis que la maternité, d'ailleurs, la maternité, c'est quelque chose vraiment à interroger. Pourquoi on fait des enfants? Et pour qui on fait des enfants? Qui on fait des enfants? Et je crois que j'ai traduit vraiment, en t'entendant le lire, ça me ramène à ma propre situation. Ça m'émeut beaucoup d'ailleurs, notre entretien, là, ça me remue au fond parce que je trouve que ça me décrit bien, en fait. Oui. Je suis une bonne lectrice. Alors moi, il y a des excellente lectrice aussi. Il y a vraiment. des passages comme ça, je lis et je me suis dit, waouh. Genre c'est magnifique, Fatimata, mais vraiment, c'est dit avec justesse. C'est dit avec beauté aussi. Il y a l'esthétique qui est là, sans tout dire, sans dévoiler, parfois sur la crête des mots. Mais tu les dis de manière si juste. Merci. Et c'est magnifique. Merci beaucoup. Le dernier, largue les amarres, mon ami. Envole-toi, ma sœur. Ouais. Alors, Fatimata, moi, j'ai envie que tu me dises de quoi le troisième va parler, parce que là, je ne tiens plus. Ah. Et quand est-ce qu'on peut espérer voir, lire? Alors, il est presque fini, ce livre. Il faut juste que je le délivre. Que je le délivre, mais c'est comme, c'est très difficile, en fait, même ce Rouge Silence là, avant qu'il sorte. L'accouchement. Avant que je le donne, il était fini, mais il faut le donner à l'éditeur. Et à ce moment-là, tu as l'impression qu'il ne t'appartient plus, le livre. Exactement. Et tant que je le garde en moi, il reste encore le mien. Je peux encore le parfaire, mais je sais que je n'y retoucherai pas. Hein. Mais il est encore à moi. Tu retardes l'échéance. Je retarde l'échéance. Donc le troisième, ça s'appelle La Grâce des Murmures, et c'est la suite de Rouge Silence. Normalement, c'est la suite. Mais comme tu l'as dit, hein, L'écrit sous la peau, ça peut se lire tout seul, Rouge Silence tout seul. Et La Grâce des Murmures, je peux dire le titre, ça se lira également tout seul. Ah. C'est une histoire le dernier chapitre de Rouge Silence nous mène vers la grâce des murmures. Exactement. Et nous mène aussi, le titre nous rappelle d'écrit sous la peau, parce que le titre, c'est d'écrit sous la peau. Mais franchement, j'adore cette intertextualité. Oui, c'est ça. Tu vois, les clins d'œil, c'est magnifique. Et moi, je voulais te dire que vraiment, j'ai été conquise. Oh, merci. Vraiment, j'ai passé de super bons moments en te lisant. Merci. Et je veux te lire davantage, je veux te lire encore plus. Bah, écoute, je me demande pourquoi tu as tardé à nous parler. Oui, mais ça, c'est les aléas de la vie, quelquefois. Et puis la confiance. Je pense que c'est bien d'acquérir la confiance tôt dans sa vie. C'est pour ça qu'il faut le mot que les Anglais utilisent est tellement juste. Je connais pas de mot en français pour le dire. Empowerment, c'est comme ça qu'on dit. Ils disent empouvoirment, mais les Canadiens disent ça. C'est pas empouvoirment, c'est la confiance. C'est surtout la confiance. Dépasser le syndrome de l'imposteur. Dépasser ce syndrome-là. Mais essaie d'être l'imposteur que tu es. Oui. Là, genre, on lui dit c'est pour de faux. Mais en réalité, c'est pour de vrai. Sois cette impostrice-là, parce qu'on adore, mais vraiment. Bah, écoute, je suis tellement heureuse. Radia, le foyer, c'est tous des personnages en relief qu'on pourrait croiser au sortir de la salle, là. Et vraiment, c'est l'état civil de Zola. Voilà, tu décris si bien les personnages, chacune avec sa propre psychologie. Merci. Tu nous en fais leur genèse. Où ils vont, mais même toi qui écris semble ne pas savoir où ils vont, alors que tu sais tout. Donc tu gères de main de maître. Donc merci beaucoup, Fatimata. Merci à toi, Rama. C'est vraiment magnifique, vraiment. Merci vraiment. Beaucoup, j'ai pris grand plaisir à te lire. Merci, j'ai passé un très très bon moment avec toi. Moi aussi. Ça m'a permis de me replonger dans ce récit. Moi aussi, et j'ai adoré les petites citations là.
Et la réconciliation, j'ai pas encore fini. Moi, on pense qu'on a fini la conversation, mais j'ai pas encore fini. La réconciliation entre mort et Yandé qui ne se passe qu'à la fin. Oui. Et sur les lettres manuscrites du Christian Bobin, mais vraiment. Ah, Christian Bobin, ça. Tout est beau. Tout est magnifique. L'art de regarder les petits riens, l'art d'éduquer le regard. Je crois que c'est tellement important d'éduquer son regard pour qu'il voit la beauté, en fait, derrière les laideurs du quotidien. Je crois que le quotidien, c'est du banal, mais à chaque fois que tu regardes quelque chose avec les bonnes lunettes, tu vois quelque chose de beau. Tu vois un tableau, ou tu vois la nature, ou tu vois les arbres, ou tu vois, en tout cas, tu vois la beauté de la création divine. Et moi, j'aimerais te dire que dans tes romans, bien sûr, il y a de belles histoires. Il y a l'histoire des âmes blessées qui, comme ils peuvent, claudiquent vers la guérison. Mais il y a aussi surtout des leçons de vie que tu nous sers comme ça, au travers d'expériences. Et voilà, moi, à chaque fois, je me demande, mais est-ce que c'est vécu ou pas? C'est de là que vient tout le talent de l'écrivain. Oui, c'est vrai. Pouvoir dire les choses de telle sorte qu'elles ne sont plus seulement vraisemblables, elles sont vraies. Genre, je mettrais ma main au feu que cet avion-là, le chemin de l'aller et du retour, le parc où tu passes du temps avec les filles, le jardin tout ça. des plantes. Voilà, le jardin des plantes. Oui. Le foyer de chevalerie. De chevalerie. Voilà. Mais Radia, je pourrais la rencontrer, tu vois, c'est, mais bravo, Fatima. Merci, bravo, Rama. moi, j'ai été vraiment, merci, Rama. J'ai bu du petit lait en te disant. Oh là là, merci. Vraiment. Eh ben, je te promets de vite. La grâce des murmures, voilà. je veux le lire. Voilà. C'est la sélection des bibliothécaires. Regarde. Kate Tempest, celui-là, il est génial. C'est Pablo Neruda, c'est tellement beau. Eleonora Miano aussi. Lettre aux jeunes poétesses. Je découvre ça. Elle est magnifique. Ah oui, c'est beau. On va. Est-ce ta lettre? Est-ce toi qui l'as écrit en cachette? Ah, peut-être. Hein. Alors, je vais te dire, ma petite, non, je déconne. Je n'ai pas le cœur à retenir tes fougues avec mes éventuelles expériences, pratiques, croyances de déjà poétesse. Pourtant, j'ai reçu et reçois. La transmission est une hybridité à tiroir. Wow. Magnifique. Magnifique, oui. La transmission est une hybridité à tiroir. C'est génial. Ah, Alice. Moi non plus. C'est probablement un slammer. À ma sœur. C'est marrant, j'ai ouvert la page 32-33 à ma sœur pour Kiné. Kiné, c'est le nom à travers lequel la majeure partie des gens qui me connaissent m'appellent. Elle n'a jamais eu le plaisir de sentir du fond de ses entrailles les palpitations d'un môme. Et rien que pour ça, on la raille. Elle n'a jamais eu le plaisir d'exhiber ses rondeurs. J'ai voulu qu'elle voie en moi son fils aîné. Ou cadet, que sais-je. Mais tout ce qu'elle veut, c'est de saigner par le bas et tenir dans ses bras ce qui lui sortirait de là. Wow. C'est beau, hein? C'est magnifique. C'est magnifique, ouais. Et enfin, le dernier de Kate. Ah, voilà. Kate Tempest, les nouveaux anciens. C'est génial. C'est un long poème. Elle rigole. Elle n'a jamais vu un mec aussi bizarre, aussi paumé. Pauvre Gemma. Elle a du mal à se retenir. Et donc, ils deviennent des caïds en colère et exclus, balèzes, poings toujours serrés et regards tristes. Mais entre eux, il y avait de la décence, entre eux, un lien, une faiblesse partagée qui les renforçait. On parlait de faiblesse et de force. Vulnérabilité. Vulnérabilité. Merci.